Épique Époque. Regard croisé et illustré pour mieux comprendre les défis de notre temps, des conférences proposées par le Jardin des Sciences en partenariat avec RCF Alsace, animées par Paul Fontenot depuis le Planétarium de Strasbourg. Merci d'abord au Jardin des Sciences d'organiser tous les premiers jeudis du mois ces conférences un peu particulières de la série Épique Époque. Petit jeu de mots sympathique. Merci aussi à Margot Zink qui est là-haut et qui est la chargée de mission du Jardin des Sciences qui s'occupe de ces conférences. Et donc, comme je vous le disais, nous sommes en partenariat avec RCF Alsace. Alors allons-y. Je vais vous faire quelques confidences. Au cours de ma carrière de chercheur en biologie, j'ai été amené à travailler avec de nombreux animaux, souris, rats ou lapins. En effet, quand on étudie une pathologie ou qu'on souhaite développer des nouveaux médicaments, on a besoin de ce qu'on appelle des modèles. Bon, puisqu'une expérimentation sur l'homme n'est pas vraiment envisageable, du moins tout de suite, même s'il m'est arrivé de proposer à mes étudiants de servir de cobaye, mais je n'ai jamais eu beaucoup de succès pour ça. Et donc, on est obligé d'utiliser des modèles animaux. Même avec beaucoup de précautions, ces modèles ont de nombreuses limites, aussi bien éthiques, vous le savez, on en parle beaucoup, que fonctionnelles. Comment se rapprocher du fonctionnement de l'homme, homo, et comment réduire la possible souffrance animale. Alors pour mémoire, notre organisme est constitué de plusieurs strates. La première strate, c'est les cellules. Puis les cellules s'organisent entre elles pour former ce qu'on appelle des tissus. Puis les tissus s'organisent entre eux pour former ce qu'on appelle des organes. Enfin, les organes sont organisés entre eux précisément pour former des systèmes cardiovasculaires, systèmes respiratoires, ce que vous voulez. Et enfin, tous ces systèmes ensemble forment l'organisme. Donc, on utilise depuis déjà longtemps des modèles cellulaires, donc le première strate. Mais c'est un peu restreint et un peu simpliste. Une cellule ne représente pas évidemment l'organisme entier. Pour aller plus loin, on a vu émerger des modèles, et c'est le sujet du jour, d'organoïdes. Donc organoïdes, vous voyez tout de suite le mot qui est là derrière, quelque part. Des objets en 3D, in vitro, qui ressemblent à des mini-organes précisément. Et c'est l'objet de notre conférence de ce soir, les organoïdes, un outil pour remplacer l'expérimentation animale ou pour se rapprocher de l'homme. Mais, question, sont-ils de véritablement bons modèles, fidèles, adaptés? Peut-on vraiment les utiliser sans aucune limite éthique? Donc on va aller jusqu'à réfléchir au niveau de l'éthique. Pour nous aider à y voir plus clair, d'abord savoir qu'est-ce que c'est, comment ça marche, nos invités EES de ce soir. Caroline Spenley, maîtresse de conférence à l'UNISTRA, elle enseigne à l'ESBS à Ilkirch. Céline Brahini, merci à vous deux déjà, chercheuse à l'Institut du médicament de Strasbourg, aussi basée à Ilkirch. Et puis Violaine Leroy, que vous ne voyez pas ici, qui est illustratrice et qui fait ce qu'on appelle des facilitations graphiques et des performances dessinées. Elle est cachée là-haut à la régie et au fur et à mesure de la conférence, elle va illustrer, faire une fresque qu'on aura l'occasion de regarder et que vous pourrez retrouver de toute façon après sur le site du Jardin des Sciences. Donc le dispositif, des interventions mixées, parce qu'elles ont bien préparé ça, nos deux invités, elles vont faire une espèce de dialogue entre elles. Des questions aussi. Il y aura un temps qui sera réservé pour vos questions. Donc n'oubliez pas de noter vos questions. Donc on va commencer tout de suite et je vais passer la parole à Caroline Spenley. Bonsoir tout le monde. Merci Monsieur Fontenot pour l'introduction. Donc, en fait, il vous a déjà introduit ce par quoi je vais commencer, c'est-à-dire que quand on fait de la recherche en biomédical et dans tout ce qui est recherche en général, on a besoin de modèles. Donc, pour ça, on a différents types en fait qu'on peut utiliser. Soit on va avoir des modèles in vitro, c'est-à-dire dans des boîtes de pétri. On va faire des cultures de cellules. Soit on va utiliser un modèle in vivo. Donc pour revenir un petit peu sur tous ces modèles in vitro, déjà c'est quelque chose qui est
pratique parce que relativement simple à mettre en place, mais qui est quand même artificielle. C'est-à-dire que vous allez partir de cellules éventuellement humaines, c'est possible. Par exemple, si vous avez une tumeur, vous pouvez très bien imaginer la découper en petits morceaux, faire différents processus pour séparer les cellules et vous allez les mettre au fond d'une boîte. Ça va vous donner une couche en 2 dimensions avec un type de cellule que vous allez pouvoir étudier pour voir comment elles se comportent, qu'est-ce qui fait qu'elles vont se diviser, qu'est-ce qui fait quels médicaments pourraient éviter qu'elles se divisent. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on peut utiliser, mais on voit que c'est aussi très limité parce que si on a un seul type de cellule, on ne va pas avoir l'interaction avec les autres cellules qui composent l'organisme, on ne va pas avoir le facteur de l'organe, on ne va pas avoir la structure et la façon dont c'est organisé. Donc c'est un modèle d'étude, mais c'est un modèle qui ne suffit pas et on est obligé en fait pour l'instant d'avoir recours à des expérimentations animales. Et ça pose aussi des problèmes, déjà d'un point de vue éthique. On sait très bien que tout ça est très réglementé. Et par exemple, pour tout ce qui est expérimentation animale, on est régi à la soumission de projets qui doivent être approuvés par un comité éthique et ensuite qui va aller jusqu'au ministère, en fait, qui va ensuite valider ou non le projet. Et pour, en fait, permettre l'autorisation ou pas, il faut qu'on se plie aux règles des 3 R. Les 3 R, c'est pour réduire, raffiner et remplacer. C'est-à-dire que dans l'optique de recherche, on va toujours essayer de limiter au maximum le modèle animal. On va essayer de raffiner en mettant les meilleures conditions déjà d'hébergement, d'essayer aussi de réduire au maximum les éventuelles douleurs qu'on peut infliger. Donc tout ça, c'est très important. Et dans l'idéal, on voudrait ne pas avoir à se servir de ce modèle et donc on va essayer de le remplacer et c'est là que vont intervenir nos organoïdes. Donc il faut savoir que moi, j'ai aucun chercheur de ma connaissance qui n'aime faire d'expérimentation animale. En général, on le fait parce que on n'a pas le choix, c'est une nécessité et on n'a pas trouvé de meilleur modèle. Donc par exemple, ma collègue Céline Brainy, qui est physicienne à la base, elle va vous raconter sa petite expérience lors de sa thèse et vous allez comprendre à quel point on n'aime pas faire ça. Merci Caroline. Donc bonsoir à tous, merci d'être venus. Donc comme elle l'a dit, moi je suis pas du tout biologiste au départ, j'ai fait des études de physique fondamentale et à la fin je me suis spécialisée en micro et nanotechnologie. Et je trouvais ça très intéressant, mais j'avais envie d'un coup d'apporter mes connaissances au service de la santé. Donc j'ai choisi de faire un doctorat en micro et nanotechnologie pour les neurosciences. Donc j'étais très contente. Et j'ai fait plein de recherches, je regarde, allez, maintenant on fait les expériences. Et là on m'a dit, maintenant on va sacrifier les souris pour prendre les cerveaux. Et c'est vrai que j'étais pas trop préparée de par toutes mes études en physique fondamentale, en calcul, en simulation. Et donc j'ai accepté parce que c'était nécessaire pour comprendre le cerveau, pour comprendre les maladies. Mais c'est vrai qu'après 5 ans à sacrifier des souris, ça m'a beaucoup pesé et ça me dérangeait beaucoup. Et donc j'ai cherché à voir s'il n'y avait pas d'autres solutions. Et c'est là que du coup j'ai commencé à travailler à l'Institut du médicament de Strasbourg, qui du coup est vraiment un institut qui cherche des thérapies innovantes et des modèles innovants. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler du coup avec Caroline Spenley. Dans le développement d'un nouveau modèle. Voilà qu'elle va du coup vous décrire. Merci. Alors du coup, l'organoïde, mais qu'est-ce que c'est que cette bestiole? Donc, effectivement, comme l'a dit Monsieur Fontenot, on a comme base organe et oïde, donc ça veut dire qui ressemble à un organe. Donc c'est une structure qui est cellulaire et tridimensionnelle et elle est dérivée, obtenue en fait à partir de cellules souches ou aussi de ce qu'on peut appeler des cellules qui sont pluripotentes induites, donc qui sont programmées pour pouvoir se redifférencier dans n'importe quel type de cellule. Donc ça veut dire, comme vous le voyez ici à l'image, que dans la théorie et même dans la pratique, on peut dériver un organoïde de tous les organes du corps. Ça veut dire que on va en fait pouvoir refaire un petit intestin ou un petit cerveau, un petit rein. Parler de mini-organes, en fait, c'est un petit peu un abus de langage parce que il faut savoir que cet organoïde, ça va rester un amas cellulaire. Donc, quand on commence la culture, en fait, on va être à un niveau microscopique et au fur et à mesure des jours, on va obtenir des tailles macroscopiques qui peuvent aller de la taille d'une tête d'épingle à la taille d'un grain de riz.
Mais la structure obtenue ne va pas être exactement pareille que votre organe, c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir un petit foie qui va pousser dans une boîte de pétri. Ce serait très pratique, mais on n'en est pas encore là. Et donc, c'est aussi ce qu'on appelle une version qui est complètement simplifiée, mais qui permet l'étude. Pourquoi ? Parce qu'on va avoir des cellules qui sont saines, qui dérivent en fait d'une cellule souche et qui va permettre de faire des études. Donc, pour faire un petit peu d'histoire, ces organoïdes, ils ont émergé à la fin des années 2000. En fait, c'est le laboratoire de Hans Clevers, en 2009, qui a réussi à publier le premier organoïde. C'est un organoïde d'intestin qui a été dérivé à partir de cellules souches intestinales de souris. Donc ça a été vraiment la publication et le travail qui a ouvert la voie vers le développement des organoïdes. Ce qu'il fallait, et c'était un peu le facteur limitant, c'est qu'il fallait partir de ces cellules souches. Les cellules souches, c'est quelque chose qui est difficile à obtenir. Et il y a eu une autre révolution qui a été grâce à la découverte du prix Nobel japonais Shinya Yamanaka, qui en 2007 a réussi à reprogrammer une cellule somatique. Une cellule somatique, en fait, c'est n'importe quelle cellule qui compose votre corps. Donc par exemple, on peut faire un petit prélèvement de peau, et on peut dédifférencier et lui redonner une pluripotence qui va permettre ensuite de revoir des cellules de cerveau, des cellules de poumon ou des cellules de rein. Et donc ça a été la deuxième révolution parce qu'à partir de là, on a pu avoir des organoïdes qui étaient humains et sans avoir ces problèmes éthiques de partir de cellules souches embryonnaires. En 2013, c'était finalement une des dernières avancées sur les organoïdes. Il y a le groupe de Madeleine Lancaster qui a fait les premiers cérébroïdes, c'est-à-dire les organoïdes qui sont dérivés de cerveau. Donc ce que vous voyez là à l'écran, en fait, ça, c'est une production qu'on a eue au laboratoire. Donc vous voyez, ça ressemble à une petite boule avec les petits points noirs. Bon, je trouvais l'image assez rigolote parce qu'on dirait des yeux. Non, en fait, c'est pas des yeux, c'est juste qu'on a certaines cellules qui sécrètent de la mélanine. Donc voilà, ça s'est fait comme ça. Il faut savoir qu'on ne guide pas en fait l'organisation de ce qu'on produit, c'est-à-dire que ça se fait totalement au hasard. On va donner un certain nombre de facteurs de croissance, d'hormones, de nutriments, donc on va orienter les cellules, mais ensuite elles vont s'auto-organiser un peu comme elles veulent. Voilà. Donc, les avantages en fait d'avoir ces organoïdes, c'est que maintenant on va avoir une structure tridimensionnelle et ça c'est important parce que ne serait-ce que d'avoir une organisation en 3D et pas en 2D, on va avoir beaucoup plus de communication entre les cellules. On va avoir quelque chose qui n'a pas qu'un seul type cellulaire, c'est-à-dire que on va avoir, par exemple, dans le cerveau, vous avez des neurones, mais vous avez aussi les cellules gliales, que sont les astrocytes, les oligodendrocytes. On va avoir tout cet assemblage avec les différents types de cellules qui composent l'organe, qui s'organisent en 3D. Et surtout, on va partir d'une cellule qui était saine à la base, parce qu'il faut savoir que les premières cultures cellulaires qu'on a faites, en général, la cellule ne va pas rester indéfiniment en culture. Donc soit on a dérivé des lignées à partir de tumeurs, donc la cellule n'est pas normale, soit on a été obligé de la transformer pour la maintenir en culture, et donc elle n'est pas saine ou normale non plus. Là, avec les organoïdes, on a quelque chose qui va pouvoir se cultiver jusqu'à plusieurs mois et qui va donc permettre des études beaucoup plus poussées. Alors, dans un premier temps, l'organoïde a surtout été utilisé en recherche fondamentale, puisqu'on a pu étudier tout ce qui était développement des organes. Hein. Et ensuite, on a vu une application directe dans tout ce qui est médecine régénérative. Parce que finalement, on peut voir à terme, alors pas encore maintenant, mais un potentiel dans la transplantation. Si vous avez besoin de cellules souches ou de cellules qui ont encore un potentiel de différenciation, on peut très bien imaginer se servir de ces organoïdes pour en faire une thérapie sous forme de greffe. Ce sera éventuellement envisageable. C'est un modèle qui permet aussi en fait de modéliser les maladies. Parce que du coup, si on dérive un organoïde à partir d'un patient, on va avoir dans la boîte de culture exactement les mêmes mutations que ce patient. Et donc, on va pouvoir aller vers une médecine personnalisée, c'est-à-dire qu'on va pouvoir choisir le traitement qui va effectivement aider à guérir ce patient en particulier. Donc c'est vraiment un modèle qui est physiologiquement pertinent pour la recherche fondamentale et aussi pour la recherche appliquée en fait. Mais bon, malheureusement, on n'a pas de modèle parfait et donc c'est un modèle qui a certaines limites. C'est un modèle qui est
simplifié. Il reconstitue pas toutes les structures, même s'il a toutes les cellules qui devraient composer. Et surtout, on n'a toujours pas d'interaction avec le reste de l'organisme. C'est-à-dire que, par exemple, on n'a pas de système immunitaire, on n'a pas forcément de vascularisation. Donc, c'est des points limites sur lesquels on travaille, mais qui ne sont pas encore résolus. Et produire un organoïde, eh bien, malheureusement, ça coûte cher. Les produits et les milieux de culture qu'on utilise sont coûteux et il faut en utiliser quand même une certaine quantité, surtout quand on les garde assez longtemps en culture. Mais bon, pour ça, on a des solutions et c'est pour ça que je vais maintenant passer la parole donc, à ma collègue Céline Brahimi, qui, elle, travaille sur un système qui permet d'améliorer certaines de ses limites. Merci, Caroline. Donc, on va revenir dans la physique, les microtechnologies. Et du coup, pour ça, je vais refaire un petit historique. Donc, vous avez sûrement tous entendu parler donc, de microélectronique, de puces électroniques, de circuits intégrés. Donc, tout ça, en fait, c'est une technologie qui a beaucoup évolué, surtout dans les 30 dernières années. Vous pouvez le voir notamment dans l'évolution de vos téléphones, entre le Nokia 3310 et le smartphone d'aujourd'hui. Donc tout ça, c'est dû en fait que on arrive à mettre de plus en plus de composés électroniques sur la même puce électronique grâce à la miniaturisation. La miniaturisation, du coup, ça implique donc des méthodes de fabrication qui s'appellent la microfabrication dans un environnement dédié. Donc ici, par exemple, avant, il y avait un monsieur, du coup, voilà, merci. Qui ressemble un peu à un astronaute, donc qui est vêtu de la tête aux pieds avec une blouse, et on voit juste ses yeux. Donc là, il se trouve dans une salle qui s'appelle la salle blanche. Donc c'est une salle sans poussière, avec un nombre de particules, mais vraiment très petit. Et ça permet du coup de faire donc les fabrications de microélectronique. Donc là, il tient en main ce qu'on appelle une plaque de silicium ou un wafer de silicium. Et chaque petit carré, en fait, c'est un circuit électronique. Et si on zoome sur un carré, du coup, on pourra voir les structures. Et là, on voit encore ils ont encore zoomé sur un des carrés. Donc là, on est dans des des micromètres. Donc les micromètres, par exemple, un de vos cheveux, c'est un micromètre. Et on arrive maintenant à aller jusqu'au nanomètre aussi en électronique. Donc ça, si vous avez entendu parler de la loi de Moore, c'était justement ça, de tous les 2 ans de mettre 2 fois plus de composants sur une plaque. Donc cette technologie, donc comment dire, ah oui, il y avait un petit truc que je voulais mettre. C'était, vous savez pourquoi on appelle une puce électronique? Quelqu'un saurait? En fait, quand on a fait les premières puces électroniques, du coup, ils ont réussi à mettre un circuit intégré dans un petit boîtier. Et la seule chose qui était apparente, c'était les connecteurs métalliques pour du coup connecter cette puce aux appareils. Et du coup, ça avait l'apparence d'une puce. Voilà, donc c'est qu'en français qu'on appelle ça une puce. Voilà. Et du coup, tout ça pour aller vers ce que moi je fais. Donc je vais aussi en salle blanche, je vais aussi mettre ce costume d'astronaute. Mais je ne fais pas des puces électroniques, moi je fais des puces microfluidiques. Donc une puce microfluidique, ça ressemble à ça. Donc il faut imaginer que ça a la taille d'une pièce de monnaie. Et au lieu d'avoir des pistes métalliques micrométriques, on a des canaux. Donc c'est comme si je faisais de la plomberie à l'échelle micrométrique. Et donc on a toujours des zones d'accès. Donc par exemple là, il y a des trous où on met une pipette. Donc par exemple, on peut mettre là, on voit un liquide rouge et un liquide bleu. Et on n'est vraiment pas limité dans la forme de ces canaux, dans la taille, dans les fluides qu'on met. Et on peut vraiment jouer avec tout ça pour faire justement des flux ou d'autres choses. Donc c'est pas limité à la biologie. Mais du coup, là, je vais parler des champs d'application de la microfluidique pour la biologie et la santé. Donc le premier champ, c'est ce qu'on appelle le laboratoire sur puce. Je vais juste... Ouais. Alors, le laboratoire sur puce, du coup, l'idée, c'est de miniaturiser une expérience ou une machine de laboratoire. Par exemple, un test PCR que vous connaissez sûrement, ou d'autres tests. Mais du coup, au lieu d'utiliser, par exemple, une fiole de sang, comme quand vous faites une prise de sang, on n'utilisera, par exemple, qu'une goutte. Donc, c'est vraiment l'idée de miniaturiser. Donc là, par exemple, vous pouvez voir une puce microfluidique sous un microscope,
avec des tuyaux du coup pour avoir accès aux différents canaux. Et oui. Sur les images à gauche, donc on peut voir une puce microfluidique qui s'appelle du coup dans le champ de la microfluidique des gouttes. Donc ce qu'on fait en fait, c'est on fait une émulsion contrôlée. Alors une émulsion, c'est par exemple quand vous mélangez de l'eau et de l'huile et que vous mélangez très vite, faire une mayonnaise, quelque chose comme ça. Donc vous pouvez créer des gouttes d'eau dans l'huile, mais ce seront des gouttes qui n'auront pas toute la même taille, donc ce n'est pas contrôlé. Nous, grâce à la microfluidique, on fait du coup de l'émulsion contrôlée. Donc là, on voit des gouttes d'eau dans l'huile. Et alors là, il y a 2 avantages. Un, par exemple, c'est qu'on peut du coup, vous voyez là, il y a une cellule dans une goutte, dans l'image du haut, qui est du coup encapsulée dans une goutte. Donc ça permet de réduire grandement les échantillons. Donc certaines machines, elles ont besoin pour fonctionner, pour faire des mesures, d'avoir des millions de cellules. Là, on a une seule cellule par goutte. Donc par exemple, ça pourrait amener à faire des tests sur des échantillons où il y a peu de cellules, par exemple des échantillons de patients. Donc ça ouvre la voie à la médecine personnalisée. Et un autre avantage de ces techniques, c'est là en bas sur l'image, il y a un faisceau laser qui prend des mesures toutes les millisecondes. Donc on a accès à des dynamiques très rapides, donc on peut faire des tests très rapidement. Et un autre avantage, du coup, donc on a la réduction de volume, réduction des coûts, donc ce qu'avait besoin du coup Caroline pour ses expériences. Et on a aussi du coup des systèmes très petits qui sont portatifs. Du coup, on peut un peu sortir du laboratoire aussi. Un autre champ, du coup, pour répondre aux autres besoins de Caroline pour les organoïdes, on peut aller voir dans le champ de ce qu'on appelle les organes sur puce, cette fois. Alors, donc, juste une note pour l'histoire. Je voudrais juste quand même citer George Whiteside, qui a été quand même le père de la microfluidique, et avec son premier papier en 2002. Donc, vous voyez que ça a 20 ans, on va dire, la microfluidique. Voilà, c'est pas si vieux que ça. Donc tout ce qui est organes sur puce, donc organes sur puce, c'est des systèmes donc microfluidiques qui servent du coup à se rapprocher vraiment des conditions physiologiques le plus possible. Mais on est toujours in vitro, donc en dehors du corps, mais on essaie justement de rattraper ce manque de 3D, ce manque de flux, ce manque de co-culture. Donc là, par exemple, je vais vous montrer un exemple de ce qu'on appelle les neurones sur puce. Donc, comme l'a dit Caroline, dans le cerveau, il y a différents types de cellules et même différents types de neurones. Et tout ça, c'est en 3D, très compact, très difficile d'accès. Donc là, c'est vrai que j'ai mis une illustration du MIT de neurones qui se connectent les uns aux autres dans toutes les dimensions. Et à côté, je vous ai mis un schéma pour voir un peu les dimensions d'un neurone. Donc un neurone, c'est quoi? C'est un corps cellulaire qu'on appelle le soma, qui a du coup le noyau avec l'ADN. Et ensuite, il y a des protrusions. Donc, il y a les dendrites, donc c'est les plus petits, et l'axone, qui est celui qui est le plus long. Alors moi, en tant que physicienne, je le vois vraiment comme une diode. Donc, on a le courant qui passe dans un sens. Et l'axone, du coup, va amener le courant aux dendrites du neurone suivant. Mais ce qui est intéressant, surtout pour moi, qui du coup doit construire la puce microfluidique, c'est de voir les dimensions. Donc là, vous voyez qu'un axone, c'est l'ordre de 1 micromètre. Donc, par exemple, un des projets était, nous voulons faire de la co-culture et faire se connecter 2 types de neurones différents à un moment donné, pour pouvoir vraiment voir qu'est-ce qui se passe et ce qu'on ne peut pas faire dans le cerveau. Donc, pour répondre à cette question, on a construit une puce microfluidique. Donc là, j'ai mis le schéma. Donc là, on est moins dynamique qu'avant, on est plus statique, mais on va observer en temps réel qu'est-ce qui se passe. Et donc là, on a ce qu'on appelle des chambres microfluidiques, des chambres d'accueil. On va mettre les neurones. Donc celles en bleu, elles font 50 micromètres de haut. Donc on va mettre les neurones en entier. Et ensuite, vous voyez qu'il y a des petits canaux rouges qui les relient. Et ces canaux, ils font 3 micromètres de haut. Donc là, le corps cellulaire, qui fait environ 15 micromètres, ne va pas réussir à traverser. Il n'y a que l'axone qui va traverser. Ensuite, vous voyez que d'un côté des canaux, ils font 15 micromètres, de l'autre côté, ils font 1. En fait, on a construit ce système, qui s'appelle d'ailleurs des diodes, pour faire en sorte que les neurones du côté des gros canaux, donc des grosses entrées, 15 microns, puissent vraiment facilement s'engouffrer, mais les neurones qui ont été mis dans la chambre de l'autre côté, ils vont avoir des difficultés à remonter. Donc ça a permis de faire venir les neurones de gauche sur ceux de droite, mais pas l'inverse. On a l'image en fluorescence ici, où on voit du coup les neurones de la chambre de gauche qui ont été mis en évidence en vert, qui ont traversé les canaux et qui ont du coup envahi la chambre de droite, qui était avec des neurones qu'on a mis en évidence en rouge. Donc là, vous voyez
le neurone rouge. Donc là, c'est un exemple de ce qu'on appelle de la co-culture. Donc on a fait cohabiter 2 types cellulaires, mais grâce aux microtechnologies, on peut contrôler vraiment quel moment ils se connectent. On peut même du coup ajouter un flux, on peut ajouter des drogues, des médicaments, on peut vraiment répondre à des questions d'une façon très, très carrée, on va dire. Et du coup, là, j'ai déjà répondu, je crois, à 2 des problèmes, qui étaient du coup réduire les volumes, réduire les coûts, faire de la co-culture et mettre du flux. Mais alors, qu'en est-il des organoïdes ? Donc là, on a ce qu'on appelle maintenant un nouveau champ qui s'ouvre vraiment tout récemment, qui est les organoïdes sur puce. Donc là, par exemple, vous voyez une puce microfluidique avec justement une pièce de monnaie à côté pour voir la taille que ça a. Et en dessous, j'ai mis le schéma. Et du coup, ça, c'est une puce qui permet de faire de la co-culture entre un organoïde et un système vasculaire, donc des vaisseaux sanguins, pour du coup répondre à la problématique de comment on peut vasculariser. Du coup, l'organoïde a été du coup mis en évidence en vert et les vaisseaux sanguins en rouge, comme sur la photo ici. Et on a pu aussi, si on connecte aux entrées des pompes, on peut mettre du flux. Donc voilà un exemple de ce qu'on peut faire pour les organoïdes. Ensuite, comment on peut vérifier que ça fonctionne, c'est-à-dire qu'ils sont vivants et qu'ils répondent bien au fait qu'un organoïde doit au moins montrer qu'il mime une des fonctions de l'organe visé. Donc par exemple, le cerveau, c'est quoi ? On sait qu'il y a des impulsions électriques. Donc on peut coupler en fait la microélectronique et la culture d'organoïdes cérébraux en puce. Là, vous pouvez voir un organoïde cérébral qui a été cultivé dans une puce microfluidique, mais qui contient également des électrodes en dessous. Donc ceci, ça permet vraiment de vérifier. Ah, bah oui, effectivement, il y a des impulsions électriques. On peut aussi s'en servir pour le stimuler. Et on peut aussi s'en servir pour faire des capteurs. Par exemple, on peut créer des capteurs de pH grâce à des électrodes. Donc le système microfluidique peut vraiment répondre à beaucoup de problématiques. Et je crois qu'on a répondu à beaucoup de problématiques. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ? Une fois que j'ai répondu à tout ça, qu'est-ce qu'on va pouvoir étudier avec ceci ? Alors, on va d'abord faire un break, après toutes ces explications. Et on va regarder ce que nous a déjà produit Violaine Leroy, donc notre illustratrice. Qu'est-ce qu'elle a déjà retenu de cette première partie de vos interventions ? Voilà, alors c'est comme la microfluidique, là vous voyez en direct ce qui se passe. Donc vous voyez Violaine qui a dessiné Céline et puis qui a commencé à mettre un certain nombre de choses et surtout des mots-clés, puce microfluidique, un outil pour la biologie, émulsion contrôlée. Tout ça va nous permettre de résumer en quelque sorte les différentes choses qu'on nous a déjà racontées. On reverra ça et on reverra la deuxième partie tout ensemble à la fin des interventions de nos invités. Ok, merci Violaine. Donc je vais repasser la parole à Caroline, je crois, hein, oui c'est ça, c'est Caroline Spenley, donc, qui va nous parler maintenant de l'utilisation comme modèle pathologique de ces organoïdes. Oui, donc effectivement, on voit qu'avec le système microfluidique, on arrive à avoir maintenant une culture qui est complètement standardisée, homogénéisée, réduite, et que ça répond à pas mal de questions. Donc maintenant qu'on a nos organoïdes, la question c'est de savoir mais qu'est-ce qu'on va en faire ? Donc on a plusieurs pathologies qui nous intéressent. Un des plus grands problèmes de santé mondiale, c'est tout ce qui est cancer. Donc, avant l'organoïde, en fait, on avait déjà comme outil de travail ce qu'on appelait un tumoroïde, c'est-à-dire on prenait une tumeur de patient, on pouvait la mettre en culture, elle avait tendance à se reformer en sphère, à pousser, et du coup, on pouvait tester les médicaments. Mais le modèle a d'imparfait que ce n'est pas l'invasion d'une cellule tumorale dans un organe sain.
Donc maintenant, avec le modèle organoïde, on peut en fait partir d'un organoïde de l'organe cible et on peut faire une co-culture avec des cellules tumorales, ce qui va permettre de recréer le modèle d'invasion, ce qui va permettre de voir aussi comment les cellules saines réagissent par rapport aux signaux qui sont envoyés par les cellules tumorales, et ce qui va vraiment en fait de permettre de tester les médicaments. Et on va pouvoir faire ça de façon systématique pour avoir en fait une réponse générale, et on peut aussi faire ça de façon personnalisée pour voir quel traitement va le mieux convenir à tel patient. Donc ça, c'est vraiment pour faire en anglais ce qu'on appelle du drug testing, et c'est quelque chose qui permet vraiment de faire des avancées assez rapides en recherche. J'en ai déjà un petit peu parlé avant, mais on peut aussi se servir de l'organoïde comme d'un modèle génétique, parce que on peut partir de cellules d'un patient malade, on peut obtenir des cellules donc somatiques, les différencier en cellules souches induites et repartir pour recréer un organoïde. Et donc ça a été le cas par exemple en application avec des patients atteints de mucoviscidose, où on a pu tester certains médicaments pour voir justement si les cellules du poumon, donc du coup c'était dans des organoïdes de poumon, allaient réagir et allaient effectivement produire moins de mucus et mieux se comporter en fonction de tel ou tel traitement. C'est aussi utilisé, par exemple, dans les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Donc, comme la maladie de Crohn, eh bien, on a dérivé, en fait, à partir de patients atteints de cette maladie, des organoïdes intestinaux. Et on a vu, et ça, c'est du fondamental, pourquoi est-ce que la barrière intestinale était franchie? Pourquoi est-ce qu'on avait des défauts dans la régénération? Et surtout, quelle est la molécule qui va permettre d'aider, en fait, à la réparation et à guérir la maladie? Donc, on a en fait des domaines d'application qui sont presque infinis. Nous, on a un laboratoire qui travaille en fait sur les maladies neurologiques, donc en particulier le glioblastome et la sclérose en plaques. Et en ce moment, nos organoïdes de cerveau, on s'en sert pour essayer d'étudier la démyélinisation, c'est-à-dire dans la sclérose en plaques, en fait, votre système immunitaire va attaquer la gaine qui entoure les nerfs, c'est ce qu'on appelle la myéline, et ça va causer des problèmes dans la locomotion ou dans vos fonctions vitales. Et donc, nous, on essaye de voir et de reproduire ça in vitro pour essayer de mettre en place des composés qui vont permettre de reverser et donc de réparer ce problème. Donc, en fait, on voit vraiment qu'avec ce modèle, on a une infinité de choix et de choses qu'on peut tester. Donc, c'est vraiment très vaste. Et c'est presque infini, c'est pour ça que du coup je repasse le micro une dernière fois à Céline parce qu'elle a une petite anecdote, parce que c'est plus son... Elle trouvait très amusant de vous parler de ça comme on était au planétarium, donc je lui repasse le micro. Oui, exactement. J'aime beaucoup tout ce qui est spatial. Et en fait, il y a un chercheur aux États-Unis, enfin il n'y a pas que lui, mais principalement lui qui s'appelle Alison Muotri, qui qui travaille, et il envoie des organoïdes cérébraux dans l'espace. Donc il en a envoyé déjà 2 fois dans l'ISS, donc la Station Spatiale Internationale que vous pouvez voir ici. Et il collabore avec une start-up qui s'appelle Space Tango, qui crée des mini-labos de culture automatisés. Donc là, vous pouvez voir le boîtier qu'ils ont créé pour mettre des organoïdes cérébraux qui flottent dans la station. Et alors pourquoi Pourquoi il fait ça? Alors il y a plusieurs raisons. Donc une des raisons, bien sûr, c'est pour étudier les effets de la microgravité et des radiations sur les cellules pour les vols habités et pour l'exploration spatiale. Mais une autre des raisons, parce que lui, il travaille dans un laboratoire qui étudie justement différentes pathologies neurologiques. Et en fait, il a été observé sur certaines cellules que les cellules en microgravité vieillissent plus vite. Donc, il est en train de vérifier si c'est le cas exact, aussi pour les organoïdes cérébraux. Et s'ils peuvent les faire vieillir plus vite, on pourrait peut-être avoir accès à l'étude de maladies du coup, qui sont neurodégénératives dans les âges avancés comme l'Alzheimer. Et, parce que du coup, c'est vrai que c'est très long à faire grandir nos organoïdes cérébraux sur Terre. Voilà, c'est tout. Ouais, donc vous voyez qu'en fait, il y a vraiment plein d'idées d'applications, des plus fondamentales aux plus... J'irai pas jusqu'à dire farfelues, mais en gros, on peut faire un petit peu n'importe quoi. Et c'est là qu'il y a le danger, parce que finalement, je vais reprendre la citation que tout le monde connaît, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Eh bien, est-ce qu'on peut faire n'importe quoi avec ces organoïdes et finalement, quels sont les problèmes et les questions éthiques qui peuvent se soulever? Donc,
premièrement, je vous ai parlé au début de l'exposé de l'obtention en fait, d'organoïdes à partir de cellules souches embryonnaires. Donc, vous vous rappelez, il y a quelques années, il y a eu un immense scandale en fait, sur l'utilisation de ces cellules souches embryonnaires avec le statut de l'embryon. Est-ce que c'est un être vivant? Comment est-ce qu'on récupère ces cellules? Et donc, eh bien, on les obtient à partir de destruction d'un embryon. Est-ce qu'il est déjà humain? À partir de quel moment? Donc ça, c'est vraiment des questions qui posent problème. Donc c'est vrai que l'utilisation des IPS a résolu ce problème puisqu'on peut s'en passer. Et les cellules pluripotentes induites. C'est vrai que j'utilise trop souvent cette abréviation parce que cellules pluripotentes induites, c'est long à dire quand même. Voilà. Et par contre, on reste le problème qu'on travaille avec de l'humain. Donc à partir du moment où on travaille avec de l'humain, on a des donneurs, il faut qu'il y ait un consentement éclairé, il faut savoir ce qu'on va faire avec nos cellules. Surtout dans le cas de patients, il faut aussi songer aussi à la protection individuelle, au respect du secret médical. Donc il faut savoir qu'en recherche, si on reçoit un prélèvement, tout est anonymisé. Mais tout de même, il faut se poser la question de qu'est-ce qu'on a le droit de faire avec ça. Si un jour on arrive à tellement bien les faire pousser qu'on a des vrais organes, on peut aussi se poser la question d'une potentielle dérive. Est-ce qu'on va se mettre à vendre des organes parce qu'on arrive à les produire ? Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a des films de science-fiction qui ont beaucoup été sur le sujet, comme The Island par exemple, où ils faisaient pousser des clones de personnages avec un peu d'argent pour que si justement ils avaient une maladie, on pouvait retransplanter les organes. Donc c'est vrai que ça pose des problèmes et des questions éthiques auxquelles il faut réfléchir. Et puis il faut aussi se demander comment est-ce qu'on considère l'organoïde en tant que tel. Bon, vous allez me dire, pour un petit morceau d'intestin, on va peut-être pas trop se poser la question, mais pour un organoïde de cerveau, à partir de quand est-ce que je considère que ce cerveau, on a vu qu'on pouvait avoir des influx nerveux, mais à partir de quand est-ce que je considère que éventuellement le cerveau souffre, ou est-ce qu'il a une conscience, ou est-ce qu'il ressent? Donc tout ça, c'est des questions qui ne sont pas anodines et dont il faut réfléchir avant de pouvoir faire n'importe quoi. Alors pour ma petite anecdote sur le cerveau, là j'ai quand même une réponse parce que bien sûr ça a été étudié. Donc il faut savoir que l'organoïde, on va le garder un certain nombre de jours en culture. Nous par exemple au laboratoire, on est allé jusqu'à 190 jours. Et je crois qu'il y a des groupes qui sont allés jusqu'à 260 voire 300 si je me rappelle bien. Le cerveau ne va pas se mettre à vous parler et à vous demander comment il va. Hein. C'est pas le but du jeu, mais par contre, c'est vrai qu'on a mesuré les influx en électrophysiologie et on a vu qu'il y avait un influx nerveux qui passait. Donc, à partir de quand est-ce qu'il se passe quelque chose ou pas? Bon, nous, vu au temps où on s'arrête, ce n'est pas encore le cas, mais c'est une question qui est légitime. Donc en fait, pour conclure un petit peu tout ça, on a un modèle qui est franchement formidable parce qu'il va permettre, et il permet déjà des avancées vraiment très importantes en recherche biomédicale. Mais malheureusement, c'est un système qui est encore imparfait. Donc comme on l'a vu, on n'a pas encore la communication vraiment avec le reste de l'organisme. On n'a pas quelque chose qui est totalement complet. Donc pour répondre un petit peu à la question qu'on a posée dans le titre de l'exposé, oui, c'est un modèle qui permet grandement de se rapprocher de l'homme. On est sur du tissu humain, on a quelque chose qui permet de modéliser au mieux à la fois l'organe en développement ou l'organe en pathologie. Est-ce qu'on peut remplacer l'expérimentation animale en tant que telle? Aujourd'hui, pas forcément. Par contre, c'est sûr que c'est un outil qui permet de grandement réduire l'utilisation des animaux et donc c'est vraiment un pas vers l'avant qu'il faut continuer à développer pour avoir le meilleur modèle possible. Et donc, il y a encore différents aspects à développer et je repasse une dernière fois la parole à ma collègue. Merci. Oui, donc moi je voulais juste dire que les technologies que je vous ai montrées, c'est vraiment en train d'évoluer de plus en plus. Là, j'ai mis un exemple de ce qu'on a fait au laboratoire avec des étudiants de Télécom Physique Strasbourg, donc des étudiants ingénieurs avec qui on fait un projet. Donc là, ce que vous voyez, c'est une impression 3D. Donc on a imprimé une plaque microfluidique en 3 dimensions avec une imprimante. Et on a connecté donc des câbles des deux côtés pour faire justement une robotisation, donc des changements de milieu, induire des flux. Et on va coupler ça avec des capteurs. Donc c'est vraiment en train de se faire. C'est dans les écoles maintenant. On fait l'impression 3D, la robotisation, automatisation.
Et l'avenir, justement, donc là j'ai parlé d'organes sur puce, maintenant on va vers les multi-organes sur puce. Donc on va faire le neurone sur puce, l'intestin sur puce. Mais le but c'est de les connecter pour faire des systèmes de plus en plus complexes parce qu'effectivement, là on est dans la réduction d'animaux. Mais plus les technologies vont avancer, peut-être qu'on peut aller tout doucement vers le remplacement, même si c'est encore loin. Et il y a aussi tout ce qui est bio-impression. Donc là, j'ai de l'impression 3D pour faire ma plaque. Mais maintenant, il existe les bio-imprimantes 3D, donc avec des seringues qu'on remplit de gel, de cellules. Donc c'est aussi l'avenir. Voilà, donc ça évolue. Merci Caroline Spenley et Céline Brahini. Vous nous avez fait un exposé très dense et très condensé. C'est très très bien. En même temps, vous nous avez titillé et donné envie de vous poser des questions. Moi, j'ai déjà plein de questions, mais j'espère que dans le public, il y en a aussi. Jean-Yves, tu peux nous mettre un peu de lumière pour qu'on puisse voir les gens du public et s'il y a quelqu'un qui veut poser des questions. Merci. Alors, qui se lance ? Bon, moi, je me lance. Je viens de voir un papier qui est sorti là, ces jours-ci, où les gens ont fait des organoïdes directement à partir de cellules du liquide amniotique. Donc vous savez qu'on peut récupérer des cellules du fœtus dans le liquide amniotique pendant une grossesse. C'est utilisé déjà pour aller rechercher s'il y a des malformations au niveau du karyotype, comme par exemple la trisomie 21 et autres. Et là, ils ont récupéré ces cellules et ils les ont effectivement transformées en organoïdes. Est-ce que c'est quelque chose qui va pouvoir prendre de l'importance ? Alors oui, bien sûr, c'est déjà intéressant parce que ça permet de récupérer les fameuses cellules souches embryonnaires. Donc là, pas besoin de destruction de fœtus, on a donc beaucoup moins de problèmes éthiques et ça permet aussi, toujours dans un but thérapeutique, si on suspecte une malformation, eh bien, en même temps que le développement de l'embryon, on peut développer des organoïdes avec les organes cibles et voir si on peut déjà... C'est en fait la porte ouverte vers la thérapie génique. Donc c'est tout à fait intéressant. Et il faut savoir aussi que la différence entre les cellules souches embryonnaires et les cellules induites pluripotentes, c'est que la pluripotente a finalement moins de capacités ou des capacités plus difficiles pour donner absolument tous les organes, alors que la cellule souche embryonnaire, c'est la base de notre organisme. Donc elle est vraiment capable de donner n'importe quoi. Donc c'est forcément un progrès aussi. D'autant plus qu'il semble qu'on puisse effectivement les orienter comme on veut entre cerveau, intestin, rein, etc. Oui, parce que maintenant, on a quand même réussi à décrypter la majorité des voies de signalisation qui mènent au développement des organes. C'est quelque chose qui est maintenant décrit et connu. Donc, on connaît en fait la recette. On connaît vraiment le pourquoi, le comment, le quand. On sait exactement le faire. Donc oui, ça va. Donc ça c'est de l'ordre de la recette. Donc il suffit avoir les bons ingrédients, un peu de sel, un peu d'ail, un peu de poivre, et puis ça fait des reins, ou ça fait du foie, ou ça fait... Oui. Bon, ça aura toujours la limite que, pour l'instant, on ne s'est pas encore très bien orienté pour avoir la bonne structure. Vous avez vu l'image d'organoïde que j'avais montrée, c'était un petit rond, c'est un petit tas de cellules. Mais Céline a parlé de la bioimpression. Et en fait, de plus en plus, la technologie, on va orienter le développement et la différenciation des organoïdes pour qu'ils s'organisent vraiment comme un véritable organe. Donc ça relève encore un petit peu de la science-fiction, mais c'est vraiment vers là qu'on va faire un organe qui va être fonctionnel. Et c'est vrai que le rêve, ce serait de pouvoir dériver un organe qu'on puisse ensuite transplanter. Oui, parce que là, en fait, vous parlez d'organoïdes, c'est presque plus proche de la strate, comme je disais au début, tissu. Pour passer à la strate organe, il va falloir qu'il y ait plusieurs sortes de cellules et plusieurs sortes de tissus. Alors oui,
On les a déjà, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs sortes de cellules, c'est déjà le cas, plusieurs sortes de tissus aussi, parce que de plus en plus la recherche tend vers des assembloïdes, c'est-à-dire qu'on fait des organoïdes différents et ensuite on peut les assembler. Ce qui fait qu'on va avoir un niveau de complexité encore plus étendu et on va tendre vers l'organe. Ce qui manque encore, c'est la façon dont ça t'organise, c'est-à-dire qu'on ne va pas encore dire à la voiture rouge d'aller se garer à l'emplacement B. Ça, on ne sait pas encore faire, mais c'est sur ça qu'on est en train de travailler en fait. Alors, oui. Attendez le micro. Juste le micro arrive. Dans la recherche actuellement, quelle est la part des organoïdes qui remplacent les animaux là, donc Alors, non, je ne pourrais pas vous donner forcément un pourcentage, mais il faut savoir qu'avant d'aller vers l'expérimentation animale, on a un certain nombre de tests in vitro qui sont faits en première intention. Parce qu'on ne va jamais, là maintenant je vais parler de ce que je connais en recherche médicaments, on ne va pas tout d'un coup se dire « Ah, j'ai trouvé une super molécule, je vais la donner à des souris et je vais voir ce que ça donne ». On va d'abord vérifier avec des études de biologie moléculaire si le mécanisme peut fonctionner. Si ça c'est validé, on va aller une étape de plus, on va partir en culture cellulaire sur une simple couche de cellules, voir si elles réagissent comme on l'attendait. Et ensuite, on va aller dans un modèle encore plus compliqué. Donc nous, on teste déjà nos composés sur les organoïdes pour voir s'il y a un effet. Et c'est seulement quand ils ont passé tous ces tests de validation et aussi des tests de toxicité, puisqu'on va vérifier qu'on ne va pas induire en fait une mort cellulaire ou n'importe quoi de toxique, qu'on va aller en tout dernier vers l'expérimentation animale. Le problème, c'est qu'actuellement, sur le marché, vous ne pouvez pas aller en test clinique avant d'avoir fait une validation sur l'animal. Il y a une loi aux États-Unis qui vient de sortir justement suite au Covid, oui, je l'ai entendu, où ils commençaient à dire « Ah bah oui, bien sûr, maintenant on peut aller directement en essai clinique sans les tests sur les animaux ». C'est la théorie. La pratique, c'est que si vous essayez de vendre un médicament à une Big Pharma ou n'importe quand, soit avoir une validation sur les animaux, ils vous disent « bonne journée ». Donc c'est problématique, ça ne rentre pas encore dans les mœurs, ça le pourrait. C'est quelque chose vers lesquels on peut tendre, mais si maintenant je vous dis j'ai un nouveau vaccin, vous voulez le tester, et qu'on me dit ok, mais quelles sont vos garanties que ça ne va pas me tuer, ça rentre pas encore non plus dans la façon de réfléchir des gens, et c'est peut-être aussi sur ce point qu'il faut s'interroger. Christian, tu as un commentaire à faire là-dessus ? Oui. C'est ça. Voilà. Donc en fait, on a déjà une petite idée sur ce qui peut se passer. Voilà. Ouais, tout à fait. Le gros souci quand vous parlez à l'industrie pharmaceutique, c'est que la personne qui a 30 techniciens qui injectent des animaux, il ne veut pas entendre parler des modèles cellulaires. Oui. Vous avez ce problème-là, on a aussi. ce problème-là, c'est terrible. Oui. Vous êtes disruptif, comme on dit en anglais. Et donc, si vous êtes disruptif, vous allez à l'envers de ce que... Ça fait 30 ans qu'ils font ça. Ça fait 30 ans qu'ils ont des modèles animaux qui reproduisent à peu près la chose, mais que c'est pas vraiment toujours très correct. C'est pas toujours le meilleur modèle, on est d'accord. Exactement, c'est très loin. Ils induisent des cellules humaines dans des souris qui n'ont pas de système immunitaire. Ça marche donc pas. On est loin d'un modèle parfait, mais ils sont dans cette petite routine et voilà, on les embête avec ça, avec nos organoïdes. Oui, c'est ça. Et en fait, il faut changer la totalité des mentalités. Et comme vous le dites, le modèle animal n'est pas forcément le meilleur modèle pour tester telle ou telle molécule, parce qu'un anticorps humanisé sur une souris, ça n'a pas de sens. Mais bon. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou d'autres questions ? Juste par exemple, moi je travaille sur le cancer du pancréas pendant des années, les souris ne développent jamais de cancer du pancréas. Non. Quand vous injectez un cancer du pancréas humain à une souris qui juste sert d'incubateur, vous faites un organoïde dans une souris. Ça. Mais ils considèrent ça comme un modèle animal. Moi pas. Oui. C'est Jean-Yves qui fait son sport ce soir. Vous m'entendez ? Oui, parfait. Du coup, moi, j'aimerais avoir une idée de coût, en fait. Parce que du coup, là, on parle des souris d'un côté, vous parlez des organoïdes de l'autre côté. Mais en termes de coût, est-ce que la souris est moins chère que l'organoïde actuellement ? Est-ce qu'on parle d'un facteur 10 ? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Facteur 100. Alors, ça dépend.
C'est-à-dire que ça dépend aussi de votre modèle de souris. Vous avez, si vous avez des souris qui sont génétiquement modifiées ou qui sont immunodéprimées, ça peut vous coûter très cher. Vous avez rapidement une manip qui peut coûter dans les 5-10 000 euros. Par contre, sur le modèle organoïde, suivant le temps que vous allez les garder en culture, suivant le nombre de quantités en fait, qu'il va vous falloir, vous pouvez aussi arriver sur des ordres de 5 000 euros juste pour une manip. Je dirais pour l'instant que c'est un peu équivalent, mais si on arrive justement à réduire les coûts, si on arrive à uniformiser, l'organoïde va revenir beaucoup moins cher. Toujours avec le blocage qu'il faudra quand même passer sur la souris à un moment donné. Mais bon. Peut-être que non. On espère que non. D'autres questions? C'est formidable, ça veut dire que vous avez tout bien compris ce qu'elles nous ont expliqué. Et pourtant, c'était pas évident, c'était pas gagné d'avance. Oui, Christian? Oui. On va te laisser le micro. Oui. Non, juste le seul modèle animal qu'on n'arrive pas encore à remplacer et que tous les médicaments sont obligés de passer, c'est le côté hémétique. Un médicament qui fait vomir, vous ne pouvez pas le donner. Et c'est le furet. Et le furet, ça coûte 1 000 euros en animal. Donc ça, c'est un truc, je pense que tant qu'on n'a pas de modèle pour l'hémétisme, c'est un modèle bon. Je ne pense pas qu'on y arrivera avec les organoïdes. Non, je ne pense pas non plus, parce qu'il y a tellement de choses. Voilà. Mais on peut déjà éliminer... Alors, on a beaucoup de faux positifs quand on travaille en biologie à plat. Des choses qui sortent, qui sont bien, vous le passez chez l'animal, il n'y répond pas. Quand on est en 3D, en 3 dimensions, on a déjà des choses qui ne répondaient pas en 2D, qui sont en 3D, etc. Donc il y a déjà... justement, dans l'industrie pharmaceutique, ce qui est fou, c'est qu'ils passent du 2D à l'animal, et ils ont tellement de pertes, et ça ne les dérange pas. Et c'est ça que je pense qu'ils ne veulent pas qu'on mette en exergue. Parce qu'avec nos modèles 3D, on va montrer qu'il y avait beaucoup de pertes qu'ils auraient pu éviter. Mais bon. Oui, quand tu dis pertes, ça veut dire que on a 100 médicaments qui potentiellement marchent bien sur les cellules. Ouais. Quand tu les passes sur la souris, il y en a un qui marche. Voilà. Ou 0,5. Enfin. Et parmi ceux que tu as éliminés, il y en avait peut-être qui marchaient. Oui, si on les avait pu les passer en organoïdes. Voilà. Ouais. Donc là, on va peut-être gagner aussi du temps. Et des molécules efficaces qu'on n'a pas vues. D'autres commentaires? Bon, on va peut-être remettre les fresques de Violaine, puisqu'elle a dû continuer un peu à bosser dessus. Violaine, est-ce que tu veux descendre pour nous expliquer ce que tu... Comme ça, vous verrez sa tête. Oui, je crois qu'on peut l'applaudir parce que c'est un sacré boulot. Hein. Bonsoir. Merci. Et effectivement, c'était très dense. J'ai l'impression d'avoir fait un footing. Je pense que je vais un peu tricher. Je compléterai quelques informations avant de diffuser tout ça pour la prochaine fois. Oui, c'est un sujet en tout cas auquel je ne connaissais rien et que je trouve assez passionnant. Et effectivement, il y a une espèce de méfiance un peu au départ de savants fous comme ça, c'est vrai, sur les questions éthiques. Et en même temps, qui, je trouve, avec vos explications aussi, permettent de mieux comprendre ce qui se passe, comment ça se passe, et qu'est-ce qu'on en fait, à quoi ça peut servir. Donc ça, je trouve ça assez intéressant. Voilà, j'ai essayé de noter un peu toutes ces questions, les différentes applications, de faire comprendre au mieux ce que peut être la microfluidique. Et voilà. Donc c'est vrai que toutes ces technologies sont assez étonnantes. Voilà. Merci. Vous n'avez pas eu besoin de prendre des notes comme ça dans le public, puisque vous avez tout qui est résumé. Alors, donc, Violaine va retravailler ça tranquillement à la maison pour le faire bien propre et le mettra sur le site du Jardin des Sciences où vous avez déjà les autres des précédentes épiques époques.
Donc, il n'y aura pas de problème. D'ici quelques jours, vous retrouverez toutes ces fresques. Nous arrivons à la fin, s'il n'y a pas d'autres questions et pas d'autres discussions entre vous. Donc, oui, alors. Juste une toute petite remarque, parce qu'avant, du coup, tu as dit que les boîtes pharma, par exemple, elles disaient, bon, bah, au revoir. Si on n'a pas de modèles animaux, c'est juste une remarque que je vois beaucoup maintenant d'offres d'emploi dans les boîtes pharma pour justement des ingénieurs en microfluidique, en organes sur puce et organoïdes, notamment Hans Clever dont tu as parlé, il travaille chez Roche maintenant. Il est recherche fondamentale quand même. C'est quand même quelqu'un qui est issu de la recherche fondamentale, il n'a pas forcément la même orientation. Je suis d'accord, mais juste pour dire que les boîtes pharma ne disent pas non quand même aux modèles organoïdes et aux organes sur puce, et justement ils veulent tendre vers ça, donc ils embauchent beaucoup en ce moment dans ce domaine. Donc j'espère quand même que ça va évoluer. Ouais. Merci de ces informations complémentaires. Plus que d'information, c'est une ouverture planétaire dans le cadre du respect de la vie animale notamment, chez Albert Schweitzer, entre autres. Travailler sur des organoïdes, ça me semble extraordinairement louable par rapport à la vie animale qui est constituée, qui est organisée, etc. Et si ça permet de faire avancer la science et de soigner l'homme, banco, à fond, c'est extraordinaire, c'est louable à tout point de vue. Sur le plan éthique, sur le plan religieux, si on veut, même aussi, quelle que soit la religion. Et ça ouvre des ouvertures absolument extraordinaires et qui peuvent aller très très vite. Il est possible que dans quelques années, des gens puissent reconstituer artificiellement des organes substitutifs d'organes pathologiques. Donc la médecine, mais c'est un champ fou. En tout cas, pour aller dans votre sens, toutes les équipes de recherche y croient beaucoup et ça se développe en masse. C'est-à-dire que c'est vraiment... il y a eu plusieurs révolutions. La dernière qu'on a entendue, l'avant-dernière, c'était CRISPR. La dernière, c'est les ARN messagers pour vacciner. Ça, c'est la prochaine, les organoïdes, probablement. C'est dommage que monsieur ne siège pas au CNRS, à la commission des crédits. Je vous apporte mon crédit. Merci. Vous apportez votre crédit. Merci. Super, merci monsieur. Et puis je pense que ça reflète bien l'état d'esprit général, justement, de finir avec un optimisme par rapport à l'avenir. C'est-à-dire que on a peut-être moins envie d'avoir peur parce que c'est pas une nouvelle. Très souvent, on a des problèmes avec les nouvelles technologies, elles nous font peur. Hein. On a déjà fait un épique époque sur l'intelligence artificielle avec tout ce que ça nous perturbe dans notre tête. Et là, effectivement, je crois que c'est plutôt encourageant et c'est plutôt positif. Merci, monsieur, de nous l'avoir bien renfoncé dans la tête. D'autres commentaires du même genre? Oui? Ah ben voilà. La discussion est ouverte. Oui, vous avez parlé de science-fiction, vous avez parlé d'organes sur puces, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et moi, je repense à Elon Musk qui essaye d'implanter des puces dans les cerveaux. Il a déjà implanté. Oui, il a déjà fait. Est-ce qu'on peut imaginer un jour que plutôt de devoir reconstituer un organe pour voir comment il est malade ou il guérit, ainsi de suite, qu'on puisse un jour avoir des puces qui agissent comme des micro-laboratoires et qu'on va installer la puce dans l'organe au lieu d'avoir un organoïde sur la puce? Ça, c'est pour notre physicienne. C'est un cadeau. Ah bah là, la question, elle est ouverte quand même. Mais après, les puces implantées, il y en a déjà quand même. J'en avais vu à Grenoble contre Parkinson. Du coup, ils utilisaient des puces qui faisaient des stimuli. Donc, je peux pas trop répondre dans le sens où je travaille pas dessus exactement, mais c'est complètement possible oui.
Oui, d'implanter des puces, d'implanter. Enfin, je sais pas si on peut mettre des organoïdes réimplanter des organoïdes de sein. L'idée, c'était parce que les puces dont vous parlez, c'était pour stimuler, c'était pour avoir de la taille d'une puce, des stimuli plus petits que si on mettait une aiguille métallique, quoi. Moi, mon idée, c'était de poser la question, est-ce que vous imaginez qu'un jour, la puce va être assez synthétisée pour avoir en son sein un micro-laboratoire pour pouvoir être implanté dans un organe, pour suivre l'évolution de cet organe malade en voie de guérison. Oui, ça me surprend pas tellement, en fait. Je pense que c'est pas impossible du tout, ouais. Il y en a déjà, je pense, ouais. Déjà du pancréas artificiel. Oui. Donc ce n'est pas de la science-fiction. Bah non, on a déjà des implants de puces en fait dans différents domaines. Donc non, c'est. Après on a quand même une limite. Hein. On peut pas aller en dessous de c'est qu'un petit, on peut pas aller en dessous de 20 nanomètres à peu près. C'est la limite justement en microélectronique, enfin micro et nanoélectronique. Il y a un moment il y a la physique quantique qui s'en mêle et donc il y a des sauts d'électrons entre deux pistes. Mais bon, je pense que comme c'est assez petit, 20 nanomètres. Une autre notion qui est un peu galvaudée actuellement, c'est la notion de respect du patrimoine génétique. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter là-dessus? Parce que moi, ça m'inquiète quand on commence à toucher Alors, justement, aux racines de la vie. On en a un petit peu parlé quand on parlait des cellules souches embryonnaires et même de recréer un organe, quelque part, ça reste une thérapie génique. Donc là aussi, il y a les limites et il y a les dangers que ça peut entraîner. On se rappellera des enfants bulles où finalement, qu'est-ce qu'on a fait? On a réussi à induire une tumeur au lieu de soigner le patient. Maintenant, on a quand même fait beaucoup de progrès dans la compréhension des mécanismes. L'idée, c'est pas de faire un super humain. Donc on va pas non plus aller dans une pratique eugénique où on va essayer de faire des sélections. Je pense que c'est pas le but. Le but, c'est plutôt de réparer un défaut qui est franchement délétère pour la survie de l'humain. Je le vois plutôt dans ce sens-là, mais ensuite, chacun va travailler avec sa propre conscience. C'est toujours pareil. Juste une petite remarque, les organoïdes, ça sera plus dans le theranostique. C'est-à-dire vous prenez les cellules du malade, vous les traitez avec les 5-6 molécules que le médecin a choisies et vous voyez laquelle est efficace sur sa tumeur. C'est plutôt dans ce sens-là que dans les prochaines années, on aura le theranostique, la médecine personnalisée. C'est ça, parce que l'organe prêt à être transplanté, c'est pas pour demain, hein, ça c'est certain. Mais par contre, c'est très bien pour tester les thérapies. C'est pour ça que c'est une médecine personnalisée, parce que vous avez des patients qui vont être répondeurs à certains types. Et là, au lieu de tester sur le patient, vous testez d'abord sur l'organoïde, vous regardez à quoi il répond et vous lui donnez directement le traitement qui va être efficace pour sa pathologie. Ce qui peut être pas mal. Maintenant, je ne sais pas si on va pouvoir modéliser ça sur l'organoïde non plus. Alors, je vais peut-être poser une question bête, parce que du coup, je suis pas dans le corps scientifique. Moi, j'écoute beaucoup mon entourage qui est dans le corps scientifique. Mais justement, par rapport à la question d'éthique, parce que c'est vrai que ça pose beaucoup de questions sur les dérives possibles qu'il peut y avoir. Est-ce que justement, il y a une commission d'éthique qui suit les scientifiques quand il y a ce travail justement de développement sur ce type de questions? Est-ce que, oui, voilà. Alors, je me suis posé la question récemment en fait, parce que c'est vrai que pour l'instant sur l'organoïde, la réponse est non. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas le définir. Un embryon, on sait le définir. Un animal, on sait le définir. Et encore, ça a beaucoup évolué ces dernières années parce qu'on est quand même passé de meuble à être vivant. Mais l'organoïde, pour l'instant, c'est une structure tissulaire. Donc pour l'instant, non, c'est pas encadré. Mais il va falloir voir à quel point ça va se développer. Si on reste à notre état de développement d'organoïdes, je pense que ce sera pas nécessaire parce qu'effectivement, on a une structure qui est cellulaire, qui ne ressent pas pour l'instant. Enfin, on a quand même réussi à démontrer un certain nombre de choses qui ne nous fait pas poser ces questions. Maintenant, si ça se développe plus, oui, il va falloir se questionner. C'est évident. C'est pour ça que à chaque fois que vous avez une nouvelle avancée en recherche, il faut se poser ces questions parce qu'on n'anticipe pas forcément les débouchés et ce qui va se passer par la suite. Et c'est surtout parce qu'on n'a pas anticipé qu'il y a eu certaines dérives. Donc oui, faudra se poser la question.
peut quand même citer on peut quand même citer le groupement de recherche Organoid qui a. Il y en a eu dernière réunion, mais c'est vrai que on a eu 2 réunions tous les 4 ans, donc il a 4 ans, donc il est très récent quand même. Mais c'est vraiment un groupement du CNRS. Et il y a toujours une session sur l'éthique, donc ils vont essayer de définir ensemble justement comment travailler. Mais voilà. Oui, on se pose la question, mais du point de vue réglementaire par le ministère, non, il n'y a rien, c'est pas encore défini par un cadre de loi précis, c'est ça en fait. Bon, c'est déjà pas mal, c'est les chercheurs qui bossent dessus, s'organisent entre eux pour pouvoir réfléchir aux conséquences éthiques. Parce que c'est peut-être pas la peine d'attendre un comité d'éthique nationale, machin, qui sera une commission Théodule numéro 18022 et qui servira pas à grand-chose. Ok. Je vois que ça phosphore dans les cerveaux. Ah bah voilà. Merci. Une petite question que je me pose par ma curiosité. Est-ce qu'on ne peut pas envisager de modéliser au sens un peu pour pouvoir le programmer et faire des simulations de laboratoire sur ordinateur plutôt que des simulations sur de la matière vivante? Est-ce que c'est envisageable? C'est déjà le cas en fait. C'est-à-dire qu'avant de se lancer dans des protocoles même d'expérimentation cellulaire, on fait des modélisations in silico. Par exemple, dans l'ordre de la biologie moléculaire, on va déjà regarder avec un ordinateur si telle ou telle molécule va interagir avec sa voisine. On peut faire des simulations aussi sur les protocoles pour essayer d'anticiper les résultats qu'on va attendre. Mais à un moment donné, il faut les vérifier. Mais on ne se lance pas bille en tête, en fait, tout de suite sur une expérience. D'abord, on la réfléchit. Ensuite, on se rend compte que c'était peut-être pas la bonne hypothèse de départ. Donc, on la refait. Et c'est un long processus, la recherche, on va dire. 3 fois minimum. Voilà. Et après, il faut que ce soit reproductible. Oui, donc le calcul, la phase calcul existe toujours. C'est la première étape. Et après, bien sûr, il faut le vérifier sur la vraie matière. Nous, c'est pareil dans le cas des développements des puces, on fait des simulations numériques avant aussi. Mais c'est vrai que ça a fait gagner du temps, dans le sens où on va faire moins d'expériences après parce qu'on aura bien préparé le terrain avec les simulations. Voilà. Très bien, merci. Merci. Bien. D'autres questions? Alors, si tel n'est pas le cas, je voudrais d'abord vous remercier d'avoir fait le voyage ce soir et puis merci d'avoir participé comme ça à toutes ces questions. Je vous rappelle que donc la production de Violaine, les fresques seront sur le site du Jardin des Sciences. On a fait un enregistrement audio de tout ce soir que nous allons transformer en podcast qu'on retrouvera sur la radio RCF Alsace. Et qui sera donc disponible en podcast. Et c'est utile les podcasts, puisque même on peut les écouter même si on n'était pas là. Grand merci à vous, grand merci aux techniciens, à Jean-Yves, à Violaine évidemment, à Margot, qui ont permis cette soirée. Et puis surtout, et je vous propose de les applaudir, grand merci à nos invités qui nous ont régalés. Et je profite pour vous inviter, non pas le jeudi 6 juin, là il y a un bug, le prochain Epic Époque c'est le jeudi 4 avril, ça sera à propos de la pièce Cosmos, donc une pièce qui passera au théâtre, et ça sera autour de la place des femmes dans la science, dans les sciences. Donc là, ça sera aussi intéressant, je vous invite à venir voir ça. Et évidemment, nous aurons 3 invités EES, tant qu'à faire. Pour parler des femmes, rien ne vaut des femmes. Bonne soirée à vous et à la prochaine fois. Merci.